Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Nicolas Salagnac. À 49 ans, Nicolas Salagnac est graveur médailleur. Meilleur ouvrier de France, chevalier de l'ordre des Palmes académiques, Nicolas Salagnac porte ses récompenses comme autant de preuves que son métier est vivant et que son savoir-faire perdure. Dans son atelier de Lyon, il réalise en taille directe sur métal les matrices qui permettront de frapper des médailles. Le galbe d'une joue, la douceur d'un regard, les boucles d'une chevelure prennent vie sous ses burins. Un métier rare que Nicolas Salagnac défend comme un pèlerin, seul et déterminé. Bonjour Nicolas Salagnac. Bonjour Raphaël. Elle a commencé comment votre vie d'artisan? Vous étiez comment comme enfant? Alors moi je suis l'aîné d'une famille de 4 et je crois que depuis tout petit je dessine beaucoup, je bricole beaucoup. J'avais un grand-père ébéniste et on était gardés de temps en temps par nos grands-parents. Et voilà, moi c'est des petits souvenirs magiques, c'était un tout petit atelier. Je bricolais, j'associais des planches de bois, je mettais des clous, je faisais des porte-avions, enfin voilà. Juste la dégo me faisait un peu peur quand mon grand-père lançait ça et j'avais 5 ans peut-être. La dégo c'est quoi? La dégo schisseuse. Donc ça fait un bruit énorme et voilà, moi j'étais haut comme 3 pommes. Mais voilà, j'ai des super souvenirs. Ma grand-mère, elle était peintre, violoniste et voilà. Donc de la créativité plein la famille. On baigne là-dedans depuis tout petit et puis après j'ai fait des cours de dessin. Donc au départ c'était très ludique et je sais pas, j'ai fait de la pastel, j'étais avec un copain, on se faisait des guerres, des trucs de pirates. En le dessinant, je faisais de la céramique, enfin voilà, pas mal de choses et c'était mon bonheur le mardi soir. Et vous faisiez des créations en famille entre enfants? Des coproductions? Quand on était petit, non, mais des moments qui ont été vraiment magiques parce que on a tous fait l'école boule et on s'est retrouvés à faire les décors. Ma mère était prof de danse classique, elle avait une école de danse. On a participé au décor. Moi, je faisais la lumière avec un truc génial, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun matériel. Et c'était juste avec nos petits pinceaux, notre tête et puis des petits bouts de budget qu'on arrivait à avoir pour avoir de la peinture, juste ça. Et ça, c'était magique. J'ai le souvenir notamment d'un spectacle sur le thème du Petit Prince. Voilà. Et ça, c'était vraiment un travail familial où tout le monde a mis la main. Et c'est l'esprit de notre famille aussi. Vous êtes l'aîné. Et vous, le premier à être rentré à l'école boule, pourquoi cette école-là? Mon grand-père. Il y était déjà? Non. Alors je pense que lui était ébéniste. Mais lui était ébéniste et quand... C'est le Graal. Moi j'ai le souvenir, je dirais à 5 ans, mais difficile de se rappeler précisément. Mais j'étais tout petit et il me dit, un jour, toi, quand tu seras grand, tu iras à l'école boule. Voilà, mais l'école boule c'est quoi? Aucune idée, mais juste mon grand-père m'avait dit ça. Pour moi ça voulait dire ébéniste comme lui. Même si son activité professionnelle, il était à la SNCF parce que 6 enfants, et voilà, mais c'était son hobby et sa passion. Il restaurait les armoires normandes et tout ça. Je pense qu'il aurait rêvé de faire cette école. Et donc, moi, il me dit ça. Vous avez accompli le rêve. Arrive la 3e, où c'est un moment où on doit choisir. Vous étiez bon à l'école? Super bon, au fond de la classe, c'est pas... Voilà, c'était la cata pour moi. C'était la cata? Ouais. C'était la cata parce que je m'intéressais pas à l'école et puis l'école s'intéressait pas beaucoup à moi, sauf mon prof de dessin. Et le prof de techno et le prof de dessin, il me sortait de la classe pour bosser sur des expos. J'ai fait des peintures à l'huile sur des grands formats, donc c'était magique pour moi. Et notamment une expo sur Shakespeare. Donc c'était une libération. C'était du bonheur. Et ces 2 personnes-là m'ont poussé parce qu'ils m'ont emmené voir, comme j'étais vraiment pas bon, pour faire peut-être de l'électrotech dans un bahut de 5000 personnes. Et j'ai dit, oh là là, mais
Alors là, on était en Bourgogne à cette époque-là, et je me voyais pas du tout là-dedans. Je voyais Charlie Chaplin dans les temps modernes, et je disais, oh là là, mais non, moi, non, c'est pas possible, je suis pas bon à l'école, mais je veux vraiment pas être là. Et c'est là que je me rappelle, quand tu seras grand, tu iras à l'école Boulle, mais c'est que, alors, est-ce que je suis grand, pas grand, je sais pas. Et je me suis mis à bosser. Et alors, arrivé à l'école Boulle, comment vous avez choisi votre spécialité? Parce que vous étiez un peu sur les rails de l'ébéniste. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a déraillé? Alors, le concours, il était peut-être au mois de mai, au mois de juin. J'apprends que je suis pris. J'arrive en septembre à l'école. Donc là, d'abord, j'essaie de me repérer. J'ai 15 ans. Hein. Oh là là, tout seul à Paris. En gros, ouais. Et j'arrive à l'école un peu intimidé, clairement. Hein. Il y a le proviseur de l'école Boulle qui nous fait une rencontre magistrale et qui nous explique l'école Boulle, comme quoi, attention, vous êtes à l'école Boulle, lui venait de Vesoul et tout ça, donc déjà on était dans un amphithéâtre et c'était assez drôle. Et là je découvre qu'il n'y a pas que ébénisterie. Et je me retrouve en gravure sur acier. Par hasard? Par défaut? Pas complètement. Ce qui était bien, c'est que il nous faisait remplir d'abord une sorte de questionnaire pour savoir si on aimait travailler grand, petit, assis, debout, à court terme, à long terme, etc. Et moi j'ai répondu, je pense, à ça très honnêtement. Mon premier choix, c'était le moulage plastique parce que je trouvais vachement intéressant d'être tourné sur le design et d'être orienté sur la création. Et j'ai bien fait de ne pas y aller parce que ça ne m'aurait pas bien collé. Et je me suis retrouvé en gravure avec Pierre Mignot. Et là, le début d'un grand chemin sur lequel je suis encore aujourd'hui. Là, je suis en train d'essayer de réunir des textes sur mon prof d'atelier, de retrouver les anciens élèves, de retrouver les anciens collègues, et tous disent la même chose de cette personne qui m'a accueilli dans son atelier. Il y a eu un coup de foudre. D'en parler, j'ai les frissons, hein, et c'est un monsieur... Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui? Pourquoi il vous a touché, cet homme? Alors c'est difficile parce qu'en ce moment je suis tellement baigné par tous les témoignages de tous les anciens élèves, mais je pense qu'on dit tous la même chose. Il était hyper paternaliste, il était d'une gentillesse redoutable, il était posé, il était calme, et en même temps c'était une flèche. C'était quelqu'un qui était d'une rigueur, enfin voilà, j'ai plein d'anecdotes rigolotes parce que à l'école Boulle il n'y avait pas que le prof d'atelier, il y avait les autres profs. Et clairement, tout c'était pas comme lui. Lui, il était hyper rigoureux, hyper précis, un graveur. Et j'ai le souvenir de notre prof de déco, celui qui était là pour nous faire travailler la recherche, essayer, alors qu'il nous disait, vous faites chier les graveurs avec vos crayons de 2H, là, prenez des spalters et allez-y, défoulez-vous un peu. Lâchez-vous. Lâchez-vous, quoi. Puis le prof d'atelier derrière, ouais, mais enfin, juste là, derrière, faut qu'on réalise, donc voilà. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et tout ce que j'ai pu vivre à l'école m'aide aujourd'hui sur mon travail et sur cette notion des métiers d'art qui est un truc génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient. On est sur les métiers d'art rares, quelque chose de particulier. Combien de personnes trouvent ça hors de prix d'être quelqu'un capable de partir d'une idée, de le réaliser? Oui, directement. Et moi, je trouve... on a une idée et derrière on a de la technique. Et les métiers d'art, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Justement, ce qui est génial dans les métiers d'art, alors après, on a chacun notre potentiel. On peut être très artisan et très technicien, on peut être très artiste, et puis on peut arriver à mélanger les deux. Mais c'est nourri ça, cet aspect artiste et créatif à l'école Boulle. Comment vous avez nourri cette partie de vous? Et bien justement avec plusieurs profs qui nous tiraient un peu chacun d'un sens ou de l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Et j'ai dû être pénible un petit peu hein, parce que j'étais un peu droit. Moi, je sais pas, un prof qui me donnait 18 et le pauvre, quand je suis prof aujourd'hui, que je vois ça, je disais ok, j'ai eu 18, mais alors qu'est-ce que je pouvais faire de mieux? Ah bah non, c'est tout bon. Je dis, bah alors, c'est pas 18, c'est 20. Ouais, non, mais alors dites-moi ce que je peux faire de mieux. Et voilà. Et tout ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup construit. J'ai un prof génial, Monsieur Chevalier, qui, à un moment donné, plutôt que de rendre notre boulot, et puis il corrige, et puis il nous le rend, il nous distribue le boulot d'un autre, et puis on se met sur un chevalet, et puis on en parle. Et on fait le prof. C'est génial ça. Et moi je commence à dire ah bah ça va pas, ça va pas, et la perspective, la propreté, et boum, et boum, et boum. Et c'était Roel Stassa, un copain, mais je l'ai un peu taillé, mais j'étais vraiment dans le truc de me dire en tant que prof, voilà, l'idée c'est de dire tout ce qui va pas.
Et alors sur le profil de graveur, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a une personnalité, quand on est un graveur, on est un certain type de personne. Vous pourriez la décrire ? Il y a ce côté rigoureux, mais le monde de la gravure, on sait ce que c'est, parce que gravure, c'est a priori sur le métal, mais il y a plein de métiers. Alors vous êtes quoi comme graveur ? Moi, je suis graveur en modelé, graveur sur acier, et je m'intitule graveur médailleur pour faire comprendre que mon activité principale, c'est de graver des matrices pour faire des médailles. Ça, c'est ma ligne de base. Mais après, derrière, avec ça, je peux tout faire. Notre prof à l'école nous expliquait que faire l'aiguille du contour de l'Aston Martin, à un moment donné, il faut faire l'outil qui va permettre de produire l'aiguille du contour. J'ai après des copains qui gainent tout en cuir, ils peuvent prendre l'aiguille du contour, la gainer en cuir, mais voilà, à un moment donné, faire tout ce qui nous entoure, faire un cadran de montre, on va avoir besoin de faire un outil qui va permettre de produire ça. Après, derrière, on peut aussi graver individuellement une pièce unique pour mettre sur un cadran de montre, par exemple, ou pour faire une médaille particulière pour une personne et faire un seul exemplaire, mais voilà. Donc moi, mon métier, c'est ça. Après, je fais aussi des trophées, je fais de la sculpture, des bas-reliefs, et je m'intéresse surtout au modelé. Mais vous êtes quand même plutôt à une échelle toute petite. Je peux être petit, j'arrive à aller jusqu'à un format de 45 cm à peu près. Après, ça devient un peu trop grand pour moi, et j'ai plus les bons outils. J'ai le souvenir d'avoir bossé avec un copain tailleur de pierre qui me disait « Non, mais arrête de chipoter là, avec ton truc, rentre dedans, taille et vas-y, c'est un caillou comme ça, tu vas pas commencer. » Voilà, donc on a ce côté-là, un petit peu minutieux, précis. Obsessionnel ? Ouais, peut-être. Et puis c'est sur des travaux qui sont longs. Là, ce que je vais livrer à l'Assemblée nationale, j'ai dû m'arrêter hier soir parce qu'il fallait que je m'arrête, mais c'est jamais fini. Là, on parle d'une médaille qui fait quoi, 50... Qui en finale fera 50 mm, mais là, j'ai travaillé sur des sculptures qui sont 3 fois plus grandes, puisque ça, c'est la technique la plus courante, la plus facile, parce que voilà, vous avez évoqué un travail en taille directe. Ça, j'ai appris à le faire à l'école, je l'ai fait pour le concours de meilleur ouvrier de France, mais... Ça veut dire qu'on a un bloc d'acier, et puis en gros, comme le sculpteur sur bois, on va tailler directement, mais nous, en plus, en général, si on le fait en matrice, il faut le faire à l'envers et en creux. Il faut faire le négatif, c'est ça ? Donc l'œil droit est à gauche. Alors ça, moi, c'est impossible à comprendre. Voilà, moi, les gens qui me regardent ne comprennent pas que je puisse travailler à l'envers, mais voilà, après, à un moment donné, c'est votre boulot. C'est mon boulot. Alors, je ne cache pas que des fois... Je ne crois pas que ça me soit arrivé, mais j'ai un très bon ami, meilleur ouvrier de France, qui était comme moi, freelance, indépendant à son compte, et qui devait finir le boulot le soir, voilà. On signe notre travail quand on a fini, et l'idée c'est de ne pas se gourer que quand on signe, on va signer à l'envers ou à l'endroit, en fonction de si on est dans une matrice ou dans un poinçon. Et ça, faut pas se gourer, quoi, parce que si on signe à l'endroit, ça veut dire qu'après, sur la médaille, ce sera à l'envers. Ouais. Donc voilà. Bon, ça c'est un peu une erreur de débutant, non, quand même ? Ouais, mais je peux me faire avoir. Parce que quand, sur la médaille que vous avez vue là pour les sénateurs, c'est à la fois pas grand, mais en même temps, pour moi, c'est primordial d'être là. Et ça, c'est une bataille qui est complexe, hein, parce que aujourd'hui... Vous voulez dire à la signature ? La signature, ouais. Parce que c'est vrai que je suis pas tout seul. On est une chaîne de travail, donc ça, moi, je trouve ça en même temps génial, parce que je suis dépendant de toute cette chaîne-là. Moi, dans cette chaîne-là, je peux en faire une bonne partie, mais je ne peux pas tout faire. Et puis parfois, en fonction des commandes que j'ai, je vais intervenir que ponctuellement, un peu plus, un peu moins. Donc vous dépendez d'un écosystème, c'est ça ? Oui. Et vous signez plus ou moins fonction pour moi, c'est important de signer. Même quand j'étais salarié à FIA à Lyon, je n'avais pas le droit de signer, mais j'ai toujours signé. En secret ? En secret. J'ai toujours mis mes initiales dans des endroits où je ne serais pas forcément capable de le retrouver comme ça, où il faudrait que j'analyse mes médailles. Pour certaines, je me rappelle. La rébellion. Non, mais... un petit peu, mais c'est bien. Un petit peu, mais à un moment donné, c'est le fil d'Ariane. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont prendre une médaille, vont acheter une médaille ? Parce que ça leur plaît, et puis quelque part, ça peut devenir un objet de collection, avec les numismates notamment. Et les numismates, ils ne recherchent pas qu'un truc, mais quasiment... À la rigueur, moi je bataille avec des numismates qui vont plutôt être à la recherche des médailles ratées, des médailles qui auront été frappées 2 fois, où il y aura des défauts, et de leur dire, mais juste,
Allez collectionner des belles médailles où vous avez des modelés super et des jolies médailles plutôt que des médailles ratées. Et puis de retrouver les signatures, quand est-ce que ça a été fait, en combien de tirages ça a pu être fait, etc. etc. J'aime indiquer sur mes articles toute ma façon de travailler. Alors j'essaie d'évoquer le diamètre, face, revers, modelé, etc. Mais ce serait intéressant de pouvoir dire en combien d'exemplaires ça a été fait. Mais voilà, je sais pas. En tout cas, voilà, vous voudriez pouvoir exprimer par la signature votre intervention créative, en plus d'être technique, sur les médailles que vous inventez, que vous fabriquez. Et puis à un moment donné, c'est comme un tableau anonyme, ça paraîtrait fou. Moi j'adore Rodin, alors c'est peut-être pas lui qui a tout fait de A à Z, il a peut-être eu des apprentis, des gens qui ont dégrossi. Cette chaîne de travail elle est respectable et tous ceux qui interviennent, l'idée c'est que chacun fasse le maximum pour que le produit final soit le plus chouette possible. Mais aujourd'hui on ne signe plus rien. À la Monnaie de Paris, je suis incapable de vous dire aujourd'hui qui sont les graveurs qui travaillent. J'en connais quelques-uns parce que il y a de temps en temps des articles. Mais c'est eux qui ont fait les dessins en plus de faire les gravures. Ça peut, mais pas toujours. Ouais. Les anciens graveurs, sur leur création, ils pouvaient signer des créations, mais qui étaient faites à titre personnel et chez eux. Et ça, c'est rigolo avec les anciens, parce que clairement, ils le martèlent pour dire oui, mais ça, c'était chez moi, sur ma table de ma salle à manger, parce qu'on avait le droit de faire des commandes particulières qu'on pouvait signer. Donc là, quelques-uns ont pu signer leurs travaux. Et là, ils se lâchaient. Moi, dans l'idée de parler de mon métier, moi, j'attache une grande importance à pouvoir valoriser les anciens. Je me considère peut-être, sur ce petit truc qui est tout bête, mais qui est joli et que j'aime bien, c'est le trait d'union. Moi, si je peux être le trait d'union entre les anciens et puis les nouvelles générations, dans l'idée que le courant continue de passer, je suis allé voir des anciens graveurs, l'ancien graveur général de la Monnaie de Paris, Pierre Rodier, Bernard Turlan, qui étaient les d'Artagnan, les fines lames de la Monnaie de Paris, et qui sont des gens qui aujourd'hui ont disparu parce que... Ils gravent toujours chez eux ? Non. Plus du tout. Quasiment plus. Et alors, vous êtes allé chez eux, est-ce que vous avez vu peut-être des outils, Qu'est-ce que vous cherchez chez ces gens-là en plus de leur mémoire ? Alors, je faisais des démonstrations au Carrousel du Louvre avec les meilleurs ouvriers de France. Et je sens, tout en travaillant au microscope, quelqu'un qui me tourne autour. Et je le sens. Et c'était étonnant. Et c'est quelqu'un qui était devant moi, mais que je ne reconnaissais pas plus que ça. Et voilà. Et qui est revenu plusieurs fois. Et il y avait du monde. Et à un moment donné, je me retrouve tout seul. Et je pense que c'est cette même personne et qui me dit « Mais vous ne savez pas ce que vous me faites là. » Mais... Donc je fais quoi, je sais pas. Et ce monsieur tire. Je pensais que mon métier avait disparu et je suis ravi de voir quelqu'un, et meilleur ouvrier de France. Et donc il commence à discuter avec moi et il me dit moi je faisais des gravures de matrices pour frapper des couverts, donc c'est un peu différent. Merci pour ce que vous faites, merci de montrer notre métier. Et puis il est revenu le lendemain et là il voulait venir me voir et il était là, il était insistant, il disait j'en ai pas dormi de la nuit ou je sais plus, mais je veux vous donner mes outils. Pour nous, c'est quand même le prolongement de la main. Et puis, en plus, lui, c'était la deuxième génération de graveurs. Il avait racheté les outils de celui qui l'a remplacé. Ouais. Donc, mais vous pouvez vraiment vous en servir de ces outils à lui ? Ce qui est compliqué, c'est que donc là, ça, c'était le début. Et puis, je n'arrête pas aujourd'hui de récupérer des outils des anciens. Parce que les enfants n'en veulent pas, qu'ils ne sauraient pas les utiliser et qu'il préfère donner de son vivant à quelqu'un qui va pouvoir retravailler avec ou les transmettre, mais que ça passe pas à la benne. Chaque fois, ils m'ont dit « Oui, mais c'est sans, tu me dois rien, juste sans je te les donne sans contrepartie. » Et je dis « Moi, je suis désolé, il y aura une contrepartie, je veux faire un article sur toi, je veux qu'on discute ensemble, je veux pouvoir filmer les uns les autres, je veux aller voir les graveurs aujourd'hui qui travaillent, je veux aller voir les meilleurs ouvriers de France. » C'est sûr. Et qu'est-ce que vous en faites de tous ces outils ? Est-ce que vous en utilisez certains ? Oui. Oui. J'en utilise, mais ce qui me manque beaucoup dans mon métier, c'est que, alors même s'ils sont jamais loin, mais j'aimerais qu'ils soient avec moi pour me dire « Mais non, prends celle-là.
Ah oui. Et puis dire, mais rien, tu l'utilises comme ça, mais juste fais comme ça. Mais alors Parce justement, on n'a pas parlé des maîtres, alors on a parlé des profs, mais des maîtres qui deviennent des anges gardiens, il n'y en a pas un que vous avez dans la tête et dans le cœur? Moi, j'en ai 15 000, mais j'en ai surtout un, Pierre Mignot. Pierre Mignot, ouais. Moi, j'évoque souvent, j'aime bien les images, je travaille beaucoup avec ça. Et pour moi, il y avait des braises dedans, mais juste lui, il a soufflé dessus. Il m'a donné l'envie de tout arracher pour y arriver, quoi. J'aimerais bien avoir mon âge aujourd'hui et l'avoir toujours sous la main. Il vous manque un maître aujourd'hui, vous aimeriez avoir ça? J'en ai plein potentiel, mais j'aimerais être dans un atelier comme à la Monnaie de Paris, dans un contexte de compagnonnage, de partage et d'arrêter la concurrence. La concurrence, voilà. Ouais. Vous vous sentez seul en fait? Oui, mais en même temps, c'est ce qui me permet de faire ce que je veux comme je l'entends. Vous êtes libre, donc, mais vous êtes seul. Je suis libre de faire ce que je veux, et aujourd'hui, voilà, je suis à mon compte depuis 2001 à peu près, et je suis toujours là. Vous en vivez, vous êtes bien? Voilà, j'ai encore pas ma villa et tout ça. Je rêverais, j'évoque souvent cette idée-là. Je suis pas forcément arrivé au bon moment dans mon métier parce que quand je suis devenu chef d'atelier à 25 ans en arrivant à Lyon, moi je connaissais personne là-bas. Je suis arrivé dans une boîte géniale qui me permettait de continuer dans mon métier. Et sur l'art de la médaille où ça se précisait parce qu'avant j'ai travaillé dans le Pins. Et après, en arrivant à Lyon, on me donnait la responsabilité de cet atelier de gravure. Et puis ce qui était bien, c'est qu'on avait la totalité depuis le commercial sur la route et jusqu'à l'expédition des médailles. Et là, pour moi, c'était intéressant. J'ai beaucoup appris. J'ai commencé à apprendre comme ça. Et après, voilà, à un moment donné, j'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France. À quel âge c'était ça? 97, donc j'avais 27 ans. Et c'était dans l'idée de vous mettre à votre compte, de vous faire connaître? Non, je m'ennuyais dans cette boîte. Dans cette boîte. Ce qui a été un peu pénible, c'est que on s'est mis à vouloir concurrencer les Chinois et puis on a commencé à faire de plus en plus en Chine. Sauf que voilà, d'aller faire en Chine, je deviens meilleur ouvrier de France. Et puis il y a des gens qui me contactent pour faire des médailles. Je vais voir ma patronne pour lui dire, voilà, si j'amène un travail, est-ce que, comme un commercial, je peux toucher une commission ou des droits d'auteur ou quelque chose? Elle me dit non. Et puis, mais juste, c'était peut-être dans la conversation comme ça. C'était pas une discussion peut-être très formelle, je me rappelle pas bien. J'étais un peu surpris de ça. Je dis, bon, d'accord. J'ai fait la commande, mais je l'ai fait éditer ailleurs. Et avant que ça paraisse, il allait y avoir un article de journal. J'étais voir ma patronne pour lui dire, voilà... T'as claqué la porte, quoi. Il va y avoir ça, et ça s'est mal passé parce que j'étais pas censé faire ça, etc. Bon, et donc j'ai démissionné. Tout le monde m'a dit que j'aurais pu négocier, que j'aurais dû... Bon, voilà. Et donc du jour au lendemain, je me retrouve dans mon KGB. Ça veut dire à la maison? À la maison. À l'idée de dire, moi je veux continuer à travailler sur cette voie difficile, du savoir-faire, et de passer du temps pour faire quelque chose de bien, faire des pièces particulières, être à l'écoute de mes clients et faire du bon boulot. Parce que aujourd'hui, effectivement, on peut faire encore beaucoup de matrices, et puis dans mon métier, voilà, on a encore besoin de faire des semelles de chaussures, même si c'est pas fun. Et là, moi, des semelles de chaussures, vous faites des... Mais pourquoi? Non, moi j'en fais pas, mais dans mon métier, les élèves que je vais former, je leur explique toujours que il y a tellement de possibilités dans le métier. Mon prof d'atelier, M. Mignot, nous évoquait ça aussi. Pour faire les semelles de chaussures, on a besoin du moule. Ah oui, bien sûr. Pour la taille 42, 43, et puis... Oui, au pire, il y aura toujours ça. Voilà. Mais donc bon, ça, c'est pas très fun. Non. Mais pour des pièces de monnaie, des médailles, pour une montre particulière, pour ne serait-ce que un petit élément de décor sur une feuille de papier en tête ou sur une invitation. C'est ça, il y a toutes les matrices d'impression. Clairement. Sur le cuir et sur tout ce qu'on n'a pas encore inventé aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Après... Mais alors, excusez-moi, mais quelle est la valeur ajoutée de Nicolas Salagnac par rapport à une impression 3D, une gravure 3D, une gravure numérique?
Justement, moi, ce que j'essaye d'apporter, j'ai un copain journaliste qui a écrit un truc génial, je lui ai rien demandé, mais qui a perçu ça chez moi, qui disait, alors il faut que je le dise de mémoire, mais en gros, il évoque dans ce monde d'hyperconsommation et de standardisation, Nicolas Salagnac rappelle que seul l'homme est capable, par des gestes habiles et précis, de donner une âme, de valoriser, de rendre particulier, de travailler la matière pour la rendre particulière. Le trait n'est pas pareil. Vous, à l'œil, comment vous voyez la différence entre une gravure numérique et une gravure à la main ? C'est la vie qu'il peut y avoir dans une médaille, l'histoire qu'on raconte, et puis à un moment donné, juste, j'y ai passé du temps, et je revois cette image. Là, j'adore la mythologie, et c'est le dieu Khnum qui prend la terre et qui la façonne pour créer l'homme. Et donc, il est sur son tour de potier, et voilà, alors, c'est matérialisé par deux petits personnages, un homme et une femme. Et au départ, et c'est ça qui est chouette dans les métiers d'art, c'est qu'on a tous une matière première qu'on va associer celle-là avec celle-là, ça va en créer une autre, et on la façonne. Dans mon métier, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur cette notion de laisser une marque, de laisser une empreinte, et de tout temps, l'homme a cherché dans les cavernes, et on a travaillé la matière pour la rendre particulière, pour la différencier. Un os tout seul, c'est un os, mais en le taillant, en inscrivant quelque chose, on le rend particulier. Le côté particulier, dans ce que je vais pouvoir faire, c'est sur le choix de mon dessin, quand je dois évoquer la République française. Comment on évoque la République française ? Donc là, pour une commande, moi, c'est Marianne. Alors, est-ce que c'est une Marianne avec une tête coupée sur un buffet comme ça ? Peut-être pas. Et comment j'apporte une histoire là-dedans, et comment j'arrive à ce que... Moi, j'ai envie d'avoir un drapé chouette, et j'ai envie d'avoir une femme élégante, j'ai envie d'avoir un truc une victoire de Samothrace qui déchire, qui sort du cadre, et voilà. Et déjà, à la base, c'est l'histoire que je me raconte. Après, ma capacité de le traduire aussi dans la matière. Et puis après, ce qui va faire la différence avec l'imprimante 3D, avec tout ça, c'est que j'utilise aussi ces nouvelles technologies. Si je peux gagner du temps... Bien sûr. Voilà, alors, de tout tailler à la main, d'enlever la matière, quand c'est une machine qui peut le faire, pourquoi pas ? Quand Pierre Rodier, donc c'est l'ancien graveur général de la Monnaie de Paris, quand il évoque, je crois dans les années 70, faire venir un panto à la Monnaie de Paris, c'était une hérésie. C'est quoi un panto ? Un panto, c'est une machine qui permet de reproduire justement une sculpture qui est faite en général donc à une échelle 3 fois plus grande. Et on va avoir un palpeur qu'on va tenir à la main. Et ce palpeur, on va le diriger. Et puis de l'autre côté, il y a un outil qui va venir usiner dans le métal. Et si on fait ça bien, on va reproduire par réduction le modèle. Donc ça nous permet de travailler une échelle plus grande au départ, et puis juste on va réduire dans le métal. D'accord. Et pour lui, voilà, ça c'était de venir introduire une machine dans un travail manuel qui forcément va dénaturer un tout petit peu et tout ça. Et après, moi quand je vois le travail des anciens, quand je vois un Bernard Turlan qui me dit « Mais regarde, c'est pas compliqué, toc 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 ». Ouais d'accord, mais alors juste, voilà, qui faisait travail à la main. Tout à la main. Mais parce que... Un travail de forçat un peu au départ, sur les premières étapes. Mais eux s'en rendaient même pas compte. Mais juste voilà, des gens qui, depuis tout petit, ont fait que de la taille directe, à un moment donné, c'est comme un sportif, quoi. Moi, si là, demain, je dois courir, faire un 100 mètres en moins 2, juste, il faudrait que je m'entraîne un peu, quoi. Alors justement, sur le corps, vous avez mal où, vous, le soir, après une journée à l'atelier ? J'ai pas mal, mais c'est rigolo parce que j'ai entendu d'autres podcasts avant et je crois qu'on est dans la même chose quand on est passionné. Voilà. Alors moi, je suis en même temps très vigilant à mon attitude, à mes postures. Tout ce qui est chouette dans ces métiers d'art, d'abord, voilà, maîtrise la technique. Et puis, il faut en faire, et en faire, et en refaire. Et puis après, juste vas-y, décolle. Et c'est là que tu vas commencer à devenir créatif. Quand aujourd'hui, on voudrait nous enlever le savoir-faire, toute la rigueur de l'apprentissage pour dire juste sois créatif. Donc, ok. Là, on parle de la réforme sur le diplôme des métiers d'art, c'est ça ? Ça peut être ça aussi. Et ça, je trouve qui inquiète les artisans d'art parce que la créativité est survalorisée par rapport à la technique dans la façon dont le diplôme est construit. C'est ça ? Entre autres. Et puis ça se voit aussi...
Aujourd'hui, les métiers d'art ont du mal à se vendre aussi, parce que derrière et au-dessus d'eux, il y a quand même beaucoup de monde qui vivent de ça. Les designers, les marques. Je suis membre des Grands Ateliers de France. On est quelque chose d'unique. À l'origine, la création des Grands Ateliers, c'est dans les années 90, Jean Bergeron qui veut mettre en avant ceux qui font, et pas juste les boîtes à l'intérieur duquel il y a des gens qui font ça très bien, mais pour parler de ceux qui font. Avec ces Grands Ateliers de France, juste il nous manque du temps pour faire des projets, parce que qu'est-ce que c'est la création pour moi demain? C'est de se dire, associons nos savoir-faire pointus, puis marions nos compétences pour faire quelque chose de nouveau, et se mettre au service d'une marque pour créer quelque chose de particulier. Des forces de proposition, et pas seulement répondre à des commandes. C'est ça. Ça, ce serait une façon de renverser un petit peu le marché, pour mettre plus de lumière et de respect quelque part sur la spécificité des artisans d'art. C'est ça. Je m'occupe du concours de meilleur ouvrier de France dans mon métier, de réunir les jurys et puis d'essayer de trouver le moyen de réunir, par exemple, dans le cadre d'expositions, de réunir tous les métiers de la gravure, réunir des meilleurs ouvriers de France, des professionnels, les écoles, pour que les gens discutent entre eux, pour que le public voit que le monde de la gravure, mais dites donc, c'est un peu varié, et juste nous faire sortir de nos ateliers quand on n'a jamais le temps. Je cours tout le temps. Vous courez tout le temps. Et puis après, je suis aussi papa, et j'essaie d'avoir un... Et vos enfants, justement, ils vont dans cette direction-là? Non. Pas du tout? Pas du tout. Ça vous fait Léonard, il est en prépa scientifique, il est en 2e année là. Donc il fait des trucs. Alors voilà, j'aime bien les hiéroglyphes et j'aime bien. Mais voilà, je comprends pas du tout ce qu'il fait. Mais lui, il comprend ce que vous faites? Il regarde ça. Alors voilà, il y a ce côté jamais facile sur la communication, de se mettre en avant. Même avec ses enfants? Ouais, pas facile ça. Et quand je fais je sais pas, j'ai des réceptions ou j'ai des médailles. Quand je me fais remettre une médaille où je suis fier de joindre ma famille, mes frères et sœurs. Il y a ce côté-là de ne pas vouloir trop se mettre en avant, mais j'ai pas le choix. Plus jeune, j'étais plutôt hyper timide et aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Je le reste timide, mais il n'y a pas le choix, quoi. Il faut... Alors, après, quand on est passionné, c'est un peu Icare, hein, donc moi je vole et j'adore ça. Et je sais que de temps en temps... je retombe, il faut se ramasser et recommencer. Mais c'est quoi l'espoir qui vous tient comme ça avec ce feu, malgré la difficulté, malgré la solitude? Faire des belles choses. Ouais. Faire des belles choses, de donner du sens. Petit message aussi par rapport aux meilleurs ouvriers de France. J'entends trop souvent autour de moi comme quoi, les meilleurs ouvriers de France, c'est un peu ringard et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose à valoriser. Quand je vois le travail que font les meilleurs ouvriers de France, où c'est sur la base quand même d'un travail dans le cadre de son métier, on est jugé par ses pairs. C'est quand même une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance et en même temps, à la base, ce sont des gens qui ont bossé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur une pièce. Ouais. Juste aller voir dans le détail. C'est comme moi d'aller dire la médaille c'est ringard. Si on veut, mais juste est-ce que vous connaissez la médaille? Est-ce que vous avez une idée? Alors sans me cacher derrière de savoir comment c'est fabriqué, mais juste aller voir. Regardez la semeuse de rôti qu'on a eu tous. Alors voilà, les jeunes aujourd'hui connaissent pas, mais c'était au revers de la pièce de 5 francs et d'1 franc, cette semeuse de rôti, où juste c'est une femme qui sème des graines. Déjà, le symbole est génial, et la traduction en bas-relief, aujourd'hui, c'est hyper contemporain, hyper moderne, et juste, ok, t'aimes pas la médaille, tu connais pas, et peu importe, mais juste, et la curiosité d'aller voir, et moi, sur la base d'une médaille, d'un travail pour une médaille, je peux répondre à une commande institutionnelle. Donc, par exemple, pour l'Assemblée nationale, pour le Sénat, qui ont des médailles qu'ils éditent et qu'ils donnent aux sénateurs, c'est ça? C'est ça, qui sont, en fait, la médaille pour les sénateurs, c'est l'ancien, aujourd'hui on a un badge pour c'est l'ancien badge. Mais c'est l'ancien badge, où il y avait qu'eux qui avaient ça, et c'était leur Mais la tradition est restée, et les sénateurs ont une médaille. Je peux faire aussi des médailles
plus contemporaine ou travailler sur la base de mon métier, l'appliquer à autre chose pour pouvoir intégrer un décor, faire un bas-relief. J'adore la sculpture de Le Bernin de l'enlèvement de Proserpine. Et ça a été mon prix de Rome à moi, d'essayer de traduire un détail de la hanche de Proserpine avec les mains de Pluton pour traduire ça dans un médaillon où j'ai mis 3 ans à mettre ça au point et j'ai essayé de le traiter d'une manière personnelle tout en étant très traditionnel et en même temps voilà, c'est pas la copie conforme mais j'ai apporté quelque chose de personnel. Un trait à vous. La médaille n'est pas forcément ringard. La majorité du marché, c'est des médailles religieuses? Alors moi je suis pas sur ce créneau-là, Ah oui. parce que ça c'est voilà, des maisons comme Artus Bertrand, Ouais. et il y a de moins en moins de maisons parce qu'à Lyon Mais il y alors- avait Augis, mais Augis a disparu, il y avait Penin, ça a disparu aussi. Vous avez des clients particuliers? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent en fait? Alors par exemple, donc, à la fois je fais pas de religieux, mais là c'était une médaille religieuse de quelqu'un qui voulait absolument, sur une thématique précise avec une peinture qu'il avait vue, il voulait faire une médaille de la Sainte Famille parce que, alors je sais plus combien d'enfants il avait, et il voulait une médaille Avoir pour sa chaque famille enfant, avec lui. et il voulait sa médaille à lui. Alors quand on me demande ça, je dis oui, mais voilà, en même temps, moi si je vous fais une matrice pour faire peu de médailles, ça va pas être très rentable. Et il m'a dit, mais juste dites-moi ce C'est que ça combien coûte. par exemple? Voilà. C'est intéressant ça. Une matrice Alors- pour faire la médaille de la Sainte Famille. Je suis très mauvais dans ce domaine. On n'aime pas parler d'argent. Et au-delà de ça, je suis incapable, je retiens pas les chiffres. Quand on me demande aussi combien de temps pour faire une médaille, je ne sais pas non plus répondre On ne à sait ça. pas dire non plus combien Parce coûte que- la médaille du Sénat. Non. Donc on n'aura aucune notion d'argent aujourd'hui. Alors que j'adore ça. Mais les notions d'argent, après, oui, des fois j'arrive à bien vendre mon travail, des fois moins bien. Et ce qui est difficile dans ce que je fais, c'est que je sais que la partie que je fais moi, mes concurrents et les grandes maisons peuvent offrir l'outillage, offrir la création, parce que derrière, ils vont faire l'édition de la Bah médaille. oui, parce qu'ils ont le volume après. Alors que Et- vous faites des pièces uniques. Comme eux, mais moi je vends la matrice, la création et tout ça, et si sur une même médaille, si je suis en concurrence avec un éditeur et tout ça, eh ben je sais que Vous n'êtes pas concurrentiel. je pourrais ne pas être concurrentiel Non. et j'en sais rien parce que je sais jamais quand je suis en concurrence. Ce que je sais par contre, c'est que des fois, il se passe, j'ai un client qui vient me voir en me disant, bah voilà, j'ai fait travailler telle maison, ça nous a pas plu et pourtant, voilà, on pensait que j'ai vu votre travail, j'ai vu votre site et est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose? Oui, monsieur. Et c'est une médaille qui est partie à l'ONU et tout ça, et donc D'accord. est-ce que j'ai bien vendu mon travail ou pas? Je suis nul pour ça, mais voilà, et je vends pas bien mon travail. Alors on arrive justement à la question de la baguette magique. Qu'est-ce que la fée du Craft Project peut faire pour vous aujourd'hui, en tant qu'artisan d'art? Que les métiers d'art, c'est une aventure passionnante. Je pense qu'il faudrait arriver à ce que le grand public comprenne que la voie professionnelle n'est pas qu'une voie de garage, n'est pas qu'une voie pour les nuls. Quelqu'un qui a envie de faire un métier manuel, quelqu'un qui a envie de travailler de ses mains, c'est pas tabou, c'est pas mauvais. Et des gens qui ont même des super bons résultats à l'école, s'ils veulent être artisans d'art, mais vas-y, fonce! Donc ce que je peux faire pour vous, c'est en fait des choses qu'on fait pour le secteur. Ouais. Mais pour vous, Je suis en train de déménager mon atelier, c'est pas facile. Parce que voilà, trouver un atelier, c'est cher, c'est compliqué. Comment pouvoir mieux gagner sa vie, comment avoir plus de reconnaissance. Et donc un vœu, ce serait d'avoir la lampe d'Aladin pour pouvoir faire 3 vœux. ok. Plus de reconnaissance, plus de business et Ouais. valoriser le secteur des métiers d'art pour que les vocations qui ont envie de se diriger soient encouragées à le faire. C'est ça. D'accord. Eh bien, la fée a du boulot. Merci beaucoup, Nicolas Salagnac. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiers-rares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiers-Rares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs.
Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Bon bah voilà, bravo. Bon, je suis bavard et c'est pas facile d'évoquer tout ce qui est à dire, mais voilà, quand on est passionné, c'est vrai que c'est la difficulté de se griller sur tout, quoi, parce que y a le cœur qui s'emballe et tout ça, mais c'est ce que je souhaite aux autres, d'arriver à, pour les meilleurs ouvriers de France, quand je coach des gens, ceux qui commencent à me dire, alors, il faut que je passe combien de temps, ça va me rapporter combien, je dis, bon bah, toi, je trouve à la base que tu pars mal, mais voilà. Mais justement, je voulais demander, ça rapporte combien de gagner le concours meilleur ouvrier de France ? Il n'y a pas d'argent. Non. Il y a seulement la reconnaissance, ce qui est déjà beaucoup. Hein, mais... Ceux qui deviennent meilleurs ouvriers de France en cuisine, pour eux, voilà, on commence matelot en cuisine et on finit amiral en étant meilleur ouvrier de France. Ouais. Oui, ça change leur carrière, mais pour un graveur, si quand même, par la notoriété, il y a plus de commandes. Oui, ça aide, mais après, ça dépend ce qu'on en fait. Ouais, moi, sûr. Si je reste enfermé dans mon gagini, il ne se passe rien. Non. Et j'ai beau être meilleur ouvrier de France, donc il y a un gros travail de communication à faire, et puis il faut aller au charbon, et il faut faire des démonstrations. Après, est-ce que je vais définir combien ça va me rapporter de faire telle et telle expo ? Moi, je calcule rien, juste... voilà, donc des fois, ça retombe, des fois, ça retombe pas, des fois, ça retombe après. Ok, je parle de moi et c'est super, mais je me sens plus à l'aise de parler des autres, je me sens plus à l'aise d'essayer, parce que je m'occupe beaucoup de la com des meilleurs ouvriers de France du Rhône, des grands ateliers de France, et je trouve ça génial de m'occuper de la com des autres, parce que comme ça me permet de mieux les connaître. On a plus à gagner à travailler ensemble que de travailler chacun dans son coin. Bien sûr.